Nicolas Normand, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous que la France a manqué l'occasion, en 2013, de neutraliser, de désarmer tous les groupes armés du Nord Mali? Pourquoi dites-vous qu'elle a ajouté du désordre au désordre? Effectivement, je suis assez critique sur cette opération. Sur le principe, l'opération Serval de janvier 2013 était une excellente opération, c'est-à-dire il fallait empêcher les différents groupes djihadistes réunis de déferler vers le sud, éventuellement vers Bamako. Le problème, c'est que la France a cru ensuite distinguer des bons et des mauvais groupes armés. Certains qui étaient perçus comme politiques et d'autres qui étaient perçus comme terroristes. Et l'armée française est allée rechercher ce groupe, c'était le MNLA à l'époque, ces séparatistes Touaregs, d'une tribu particulière qui était minoritaire au sein même des Touaregs, Les Iforas. les Iforas. Et ce groupe, on est allé le chercher et on lui a donné la ville de Kidal. Et ensuite, ultérieurement, il y a eu les accords d'Alger qui mettent sur une sorte de piédestal ces séparatistes à égalité en quelque sorte avec l'État. Alors ça, c'est une erreur importante. Alors, vous constatez comme tout le monde Voilà. que... Vous attendez? C'est toujours la même méthode. On va chercher un groupe, bien évidemment, minoritaire pour lui donner le pouvoir sur la majorité, ce qui va faire que la majorité va se sentir frustrée et la situation sera déjà tendue. Et du fait qu'on donne à la minorité le pouvoir, puisque eux, ils se savent déjà minoritaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont directement se mettre en position de protection et donc de se référer uniquement à la France, uniquement à celui qui lui a donné le pouvoir. Donc ça le subordonne de facto à la personne qui lui a donné le pouvoir. Voilà pourquoi ils ont toujours fait ça depuis la nuit des temps. Les Romains le faisaient, tous ceux qui ont un moment ou un autre dominé le font régulièrement. On donne le pouvoir à la minorité, aux plus faibles, ou je ne sais pour quelle raison, parce qu'on sait qu'en le donnant le pouvoir à celui-là, comme il est déjà inférieur à la masse des autres ou à je ne sais pas quoi, il va directement se mettre en position de reprimer ses semblables pour pouvoir garder le pouvoir et être subordonné à son patron. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Et là, on vous dit, pareil, c'est ce qu'ils ont fait au Mali. Ils sont partis chercher, soi-disant, le groupe minoritaire. Donc, normalement, ils sont minoritaires. Eux, ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas être les plus violents. Et eux, comme par hasard, la France les identifie comme le bon groupe qu'on va installer au pouvoir. Et la suite, ça a démontré que ça tournait en catastrophe. Non seulement, ils ont promis à ceux qui étaient en Libye, venez, vous allez prendre la place, mais en plus, sur place, ils prennent encore des minorités, ils lui disent, vous allez diriger. C'est incroyable. Et aujourd'hui, ce n'est pas de leur faute, ce qui s'est passé au Mali. Et les Maliens, ils ne savent pas diriger leur pays. Sans la France, ils seraient déjà ruinés et ce serait déjà tombé. L'accord d'Alger de 2015 n'est pas appliqué, notamment au niveau du désarmement. Et vous dites que les groupes Touareg Iforas, qui contrôlent la ville de Kidal notamment, ont intérêt à ce qu'il ne soit pas appliqué, ont intérêt au statu quo, et que c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les zones qu'ils contrôlent, eh bien, l'année dernière, ils ont fait voter massivement pour la reconduction du président Ibeka. Alors effectivement, les groupes ex-rebelles signataires de l'accord d'Alger ne sont pas mécontents des lenteurs de l'application de l'accord d'Alger. Le problème de cet accord, si vous voulez, c'est qu'il est un peu signé avec des seconds couteaux quand même, c'est-à-dire des séparatistes et des groupes curieusement, anti-séparatistes pro-Bamako, qui sont quand même des groupes armés. En fait, c'était des rivalités inter-Touareg au départ, entre les Iforas nobles et le tiers-État Touareg qu'on appelle les Imrad. Les Imrad, ce tiers-État, étaient pro-Bamako pour résister au pouvoir féodal de la noblesse Iforas, qui, elle, était séparatiste en bonne partie pour pouvoir résister elle-même à la démocratisation, au pouvoir du nombre et au pouvoir de l'égalité de statut entre les nobles et le tiers-État. Donc, je pense que la rébellion Touareg était avant tout une défense de privilèges féodaux d'une minorité de Touaregs dans la région de Kidal. Le problème... Voilà. Drôle comment eux-mêmes, franchement, ce truc-là, il faut que je l'écoute en entier. On va pas pouvoir l'écouter en entier ici parce que ça prendrait trop de temps de le commenter, mais c'est drôle d'attendre ici les mécanismes utilisés comme toujours, comme depuis la nuit des temps pour séparer les gens. C'est drôle. On vous dit que la rébellion Touareg n'est pas une rébellion pour la terre, la justice, la je sais pas quoi. Non, c'est même une rébellion contre la démocratie parce que la minorité à qui on a donné le pouvoir,
sait bien qu'elle va être balayée si jamais on avance vers la paix ou je ne sais pas quoi. C'est même pas qu'on va la détruire ou quoi que ce soit, c'est qu'elle veut garder le pouvoir. Donc ce n'est pas une rébellion de soi-disant ils sont martyrisés. Non, c'est une rébellion parce qu'ils veulent le pouvoir. Parce qu'on nous dit, oui, vous vous rendez pas compte, les Touaregs, ils sont je sais pas quoi. C'est peut-être vrai. Je ne dis pas ça. Mais je ne pense pas que ce monsieur qui est en train de dénoncer tout ça, lui, ait aucun intérêt à ce que les Maliens ou le pouvoir malien ou quoi que ce soit ne comprennent les enjeux que eux, ils ont vus de la rébellion Touareg. Je ne pense pas que lui, ça lui sert à quoi que ce soit. Et vous voyez bien que la position des Occidentaux, ça serait plutôt, on est content que la Russie soit en train de perdre au Mali. Et lui, ici, il vous dit non, le Mali est en train de s'abîmer à cause de notre travail. À cause de notre travail, on a pris la noblesse, je ne sais pas quel peuple là, laquelle minorité Touareg, on leur a donné le pouvoir et cette minorité, elle maintenant, elle orchestre la rébellion Touareg parce que c'est dans son intérêt si elle veut garder ses privilèges de maintenir le désordre dans le sud, dans le Mali. Et donc, c'est certainement cette noblesse de pouvoir vivre comme la noblesse française sur le dos des autres, bien évidemment. Donc, on va regarder s'il y a encore une partie intéressante avant de passer à autre chose, puisque ça fait déjà 1 heure que je suis debout ici. Le problème de l'accord d'Alger, c'est qu'on a donné un statut fort, avantageux et toutes sortes d'avantages matériels aux signataires. Actuellement, ils sont payés pour participer à des comités de gestion. Il n'y a pas d'élection et il n'y a pas de désarmement immédiat. Alors, le fait qu'ils puissent garder leurs armes jusqu'à la fin du processus, et ils sont toujours pas désarmés pour l'essentiel, ça a créé une sorte d'instabilité dans la région parce que les groupes majoritaires non touaregs se sont sentis un peu menacés. Donc, tout le monde s'est armé. Il y a une tribalisation armée qui s'est produite au Nord Mali. D'autre part, ceux qui n'ont pas pris les armes, c'est-à-dire la majorité des communautés locales, ont bien vu qu'il y avait des privilèges donnés à ceux qui avaient pris les armes. Et donc, ça a suscité aussi des troubles. Ils se sont dit, pour avoir des avantages, il faut prendre les armes. En plus, l'aboutissement de l'accord, c'est le désarmement et ce sont des élections. Et cette noblesse iforas minoritaire n'a pas intérêt à des élections parce qu'à ce moment-là, elle serait sans doute balayée par la majorité non iforas. D'où la question, comment préserver les privilèges de la chefferie des iforas dans un système démocratique et égalitaire? Alors, je pense qu'il y a une pression très forte de la base des groupes armés pour appliquer quand même l'accord d'Alger, parce que ce sont les chefs qui bénéficient de ces privilèges. La base, eux, ils espèrent être intégrés dans l'armée ou dans l'administration, donc ils vont passer du statut de combattant sans emploi en pratique, aujourd'hui surtout, à un emploi fixe et rémunéré par l'État. Donc, idéalement, étant donné que pour l'instant, ces iforas se sont crispés sur leurs privilèges, il faudrait qu'ils négocient eux-mêmes avec leurs tiers États, c'est-à-dire avec les Imrad, les tributaires Touaregs, pour partager le pouvoir à Kidal. À Kidal, les iforas sont minoritaires et ils ont tout le pouvoir actuellement. Et vous... Voilà les enjeux. Donc, quand on vous dit que soi-disant, on met tous les méfaits de Kidal, de ce qui se passe au nord, sur les dos de la Russie ou quoi que ce soit, vous comprenez bien qu'on vous dit tout le monde s'est armé là-bas parce qu'ils ont compris que la minorité, noble en plus, qui, elle, s'était armée, on lui a accordé tout le privilège. Ils sont payés. Ils sont payés pour aller parler. En plus de tous les troubles qu'ils font et de tout ce qu'ils captent à cause de tous les troubles qu'ils sont, ils sont payés. Ah, c'est incroyable. C'est beau, c'est beau, c'est beau ce qu'on fait. En tout cas, moi je voulais vous montrer ça. Et à la suite de ça, je voulais vous montrer aussi le fait que, certes, on a tout ça au Mali, mais on a aussi le calme qui petit à petit est en train de revenir. Et ça, c'est le plus important de ce que j'ai pu noter. Sans compter les fausses images qu'on a essayé de diffuser sur le Mali et tout ça. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses par rapport au Mali. Mais ce matin ou hier soir, voilà, il y a 13 heures, il y a eu cette information de ces médias chinois. Terre dotée de barricades et les nouvelles images publiées vendredi par le Front de libération de l'Azawad, FLA,
semble montrer ses forces traversant en voiture une base militaire dotée de barricades et de bâtiments de fortune construits à partir de conteneurs. Reuters a utilisé des images satellites existantes pour vérifier l'emplacement de ce que le FLA présente comme la base militaire de Tessalit, dans le nord du Mali. Ah, Une source... voilà, ça au moins ça fait plaisir. Ça au moins ça fait plaisir. Vous avez vu ici le travail de l'esprit critique du journalisme. Voilà pourquoi moi j'aimais RT et voilà pourquoi j'aime ce média. On vous dit que eux diffusent ces images en prétendant qu'ils ont repris une base Tessalite. Ça ressemble à un endroit où on a mis des conteneurs et battus par des trucs de fortune. Et le média Reuters a utilisé les satellites pour confirmer ou pas si c'était une base reprise. Mais bon, on ne nous dit pas s'ils ont confirmé ou pas. Mais bon, quand on voit, bon, ça peut être une mise en scène. On a compris que ces gens-là font une mise en scène. Et comme par hasard, comme pour l'Ukraine, la mise en scène, quand elle est reprise la plupart du temps par les médias occidentaux, on n'appuie pas trop sur les contradictions ou sur les choses qui ne vont pas. On dit juste ils prétendent ou ils ont dit, n'est-ce pas? Sécuritaire dans la ville de garnison de Gao, juste au sud de Tessalit, a déclaré aux médias qu'aucun affrontement n'avait eu lieu lors de la prise de Tessalit par le FLA, précisant que les troupes régulières avaient déjà évacué les lieux lorsque les insurgés sont entrés. Tessalit sert depuis longtemps de base stratégique en raison de sa situation géographique et dispose d'une piste d'atterrissage bien entretenue, pouvant accueillir des hélicoptères et d'autres gros appareils militaires. Bon, franchement, est-ce qu'on voit un endroit qui a une piste d'atterrissage et qui peut accueillir des hélicoptères là? Est-ce qu'on voit ça ici? Sa position à l'extrême nord offre une vue panoramique sur l'ensemble du Sahara. Elle accueille un nombre important de soldats maliens et d'alliés russes, ainsi qu'une quantité considérable de matériel militaire. Dans le même temps, le JNIM lié à Al-Qaïda tente de bloquer la capitale Bamako. Le gouvernement malien n'a pas encore commenté la situation. Cette escalade de la crise sécuritaire fait suite aux attaques coordonnées lancées samedi dernier par l'ALF et le JNIM, qui ont coûté la vie au ministre malien de la Défense. Un hommage gouvernemental a été rendu jeudi au général Sadio Camara, assassiné lors d'un attentat suicide à la voiture piégée à son domicile de Kati. Le parquet du tribunal militaire de Bamako a indiqué qu'il enquêtait sur ces attaques. Dans un discours à la nation prononcé le 28 avril, le président Assimi Goïta a promis de neutraliser complètement les groupes armés, affirmant que la situation sécuritaire était sous contrôle et exhortant la population à rester unie et vigilante face aux menaces internes et externes. Voilà, donc on en a fini avec le Mali. J'espère que les choses vont s'arranger. On va essayer de retrouver la publication qui parle du fait que maintenant il y a des arrestations au sein de l'armée malienne et je ne sais pas, de la société civile. En tout cas, on essaye de retrouver les complicités éventuelles qui ont pu mener à la coordination de toutes ces attaques. Et nous verrons bien ce que ça va donner, en tout cas. J'en ai fini avec la séquence sur le Mali. Et je tiens à dire ici merci à monsieur, franchement, du fond du cœur, à monsieur Philippe Legout. C'est la 3e fois que ce monsieur me fait un don et sur PayPal. Et franchement, merci beaucoup. Bon, ça prouve peut-être que le Shadowban est en train d'être levé parce que vous avez pu une fois de plus assister à un live ou voir un live en tout cas. Merci beaucoup à vous.